Bonjour chers internautes, bonjour. Nous allons attendre 5 minutes pour laisser les followers se connecter. Après, on va débuter ce live sur la suite du processus achat. Juste quelques minutes. Le temps de mettre au point certaines choses. Ensuite, nous allons échanger sur un thème essentiel sur le processus achat. Je pense que le son est bon. On va faire une notification pour la qualité du son. S'il vous plaît, une notification sur la qualité du son si vous me recevez bien. Bon. Vous le mentionnez sur les commentaires pour que je sache. Sinon, on va essayer de parfaire le son. Encore bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend. Merci d'être connecté, merci de suivre Marketing TV Monde, la chaîne du partage du savoir. Bonsoir Lai Bamba. Bonsoir Michel Lamarana Diallo, c'est ok, le son est ok, merci beaucoup, merci Michel Lamarana, merci beaucoup. Juste une minute pour laisser les... Surtout liker et partager, pour permettre aux autres de pouvoir voir la vidéo, bien le live. C'est toujours important aussi de se partager les connaissances, partager, like et liker. Bon voilà, je pense qu'on peut débuter le live. Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir que, encore une fois, je me présente devant les followers, devant tout le monde, dans la chaîne Marketing TV Monde, pour échanger, toujours échanger sur un thème central, sur le processus achat. Nous en sommes à notre 4e live pour voir et échanger sur le processus achat, les différentes étapes et les différentes phases. Parce qu'on aura l'occasion aussi de revenir sur les détails et approfondir surtout les phases du marketing achat, qui est ma foi extrêmement important, le marketing ou le processus achat, parce que je ne le rappellerai jamais assez. Les 3 fonctions essentielles de l'entreprise industrielle, c'est l'approvisionnement, la production et la commercialisation. Le marketing ne s'intéresse pas uniquement, même pour les entreprises de négoce, bon, c'est l'approvisionnement et la vente en l'état. Souvent, il y a le stockage intermédiaire. Il y a des entreprises qui ne font pas le stockage, ils s'approvisionnent dans le marché fournisseur et revendent au niveau de la distribution ou bien de la consommation finale. Il y a le marketing aval, c'est-à-dire que le marketing qui s'occupe de la vente des produits ou bien des services de l'entreprise aux consommateurs ou bien aux distributeurs ou bien aux consommateurs. Ça aussi, il faut... Il y a aussi le marketing amont qui s'intéresse aussi à l'approvisionnement, c'est-à-dire de fournir l'entreprise en produits, en biens, en services que l'entreprise va transformer ou bien l'entreprise a œuvré pour aussi sortir d'autres produits en destination du marché. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, le marketing amont reste aussi un marketing à étudier, un marketing à comprendre, parce que aussi, c'est un marketing qui nous permet de profiter du marché fournisseur pour pouvoir satisfaire les besoins présents et futurs de l'entreprise
pour lui permettre aussi de faire une exploitation de ses actifs afin de sortir des produits pour assurer la rentabilité de la production du cash. Ça aussi, c'est un marketing extrêmement utile. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à l'exécution des contrats, parce qu'après la contractualisation et à la négociation avec le fournisseur, parce qu'on avait commencé par la phase gestion du portefeuille client et fournisseur, le fournisseur et produit, parce que l'entreprise a des fournisseurs et des produits aussi, ou bien des biens et des services que l'entreprise a tendance à acheter ou bien achète pour pouvoir réaliser ses activités. L'entreprise aussi doit constamment veiller, c'est-à-dire faire du sourcing, c'est-à-dire regarder le marché fournisseur pour voir les possibilités que le marché offre par rapport à ses besoins internes. L'entreprise aussi doit utiliser des instruments ou bien des outils pour pouvoir consulter, de consultation qui s'appelle appel d'offres. Après l'appel d'offres, l'entreprise reçoit les offres des fournisseurs, fait l'analyse des offres. L'entreprise fait la comparaison suivant les critères d'achat interne, que ce soit une grande entreprise avec un centre d'achat composé de beaucoup de personnes, c'est-à-dire le spectre. L'entreprise aussi, après avoir sélectionné les fournisseurs, passe à la négociation commerciale et la négociation juridique pour pouvoir signer un contrat formel. Après la signature du contrat, il faut passer à l'exécution du contrat. L'exécution du contrat conformément aux accords que l'entreprise a passés avec les fournisseurs. Après l'exécution du contrat, il faut évaluer. Parce que l'évaluation aussi est très importante pour pouvoir comprendre est-ce que les fournisseurs sont en train de satisfaire les besoins de l'entreprise, les besoins internes. Est-ce que l'entreprise aussi ne doit pas chercher d'autres sources d'approvisionnement pour pouvoir optimiser ses coûts. Ça aussi, donc c'est un thème aujourd'hui extrêmement utile. Ça rentre aussi dans le cadre de la dimension opérationnelle du processus achat. Parce que la dichotomie de base du processus achat, c'est l'achat stratégique, c'est-à-dire il y a la dimension stratégique de l'achat et la dimension aussi opérationnelle du processus achat. Dans la dimension stratégique, très en amont, on avait parlé du marketing achat, c'est-à-dire la segmentation du portefeuille achat. Il faut aussi noter que le processus achat, ce n'est pas un processus linéaire. Il faut commencer par la gestion parce que ça dépend aussi de la maturité du service ou la direction achat de l'entreprise, ou bien aussi dans la famille ou des catégories d'achat. Parce que ça, dans certaines familles ou bien certaines catégories d'achat, on n'a pas besoin de dérouler toutes les étapes ou bien toutes les phases de le processus achat. Parce qu'il y a certaines catégories d'achat, c'est-à-dire le réachat simple, bon, ou bien le produit routinier, les produits de base ou bien de consommation banale. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être très rigoureux dans la consultation de l'appel d'offres. Il faut consulter juste un fournisseur et faire l'approvisionnement. Mais dans la gestion complexe, je pense que les achats B2B, les achats institutionnels ou bien les achats publics qu'on avait développés avec la rigueur des codes de marché, je pense que on ne va pas trop, ce sera l'objet de notre live pour pouvoir expliquer la loi 2014-1212 du 22 septembre 2000 portant code de marché public. Ce sera un live extrêmement intéressant pour l'achat public. Ça aussi, nous allons y revenir pour pouvoir expliciter et partager avec les followers le code de marché. Mais l'achat institutionnel qui concerne l'achat B2B répond aussi à certains normes, à certains critères. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'accord de volonté. L'entreprise peut consulter le fournisseur avec ses critères de base qui peuvent différer d'une entreprise à une autre. Ça aussi, ça, c'est des subtilités ou bien c'est des règlements qu'il faut observer pour pouvoir aussi avoir une traçabilité interne de la sélection aussi des fournisseurs pour pouvoir aussi faire de l'optimisation. Parce qu'une entreprise aussi, pour gérer sa productivité, il faut gérer les coûts, il faut gérer aussi la productivité, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise aussi à répondre aux besoins de ses consommateurs à moindre coût. Parce que le coût est essentiel. Parce que souvent, le marché ne donne pas beaucoup de possibilités en termes de prix. Donc, nécessairement, il faut faire de l'optimisation des coûts pour pouvoir améliorer aussi la marge brute. Ça, on l'avait dit et redit. Pour faire du marketing, il faut faire de la segmentation. Segmenter, c'est
regarder les critères et découper le portefeuille achat en famille d'achat. Découper, c'est, on peut découper par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire, prendre la loi de Pareto, la loi des 20-80, il y a certains qui disent la loi des 20-30-50, regarder les 20% de mon portefeuille achat qui représentent 80% du, chiffre, du budget d'achat. Ensuite, ainsi de suite, regarde les 30% qui représentent 15% et les 80%, les 50% qui représentent 15%. Chaque famille d'achat répond à une stratégie spécifique. Donc, il faut segmenter. On peut segmenter aussi en produits normaux et en produits stratégiques. Ça, c'est des produits normaux dont l'approvisionnement n'est pas risqué. Ça, c'est des produits stratégiques. Si l'entreprise a des difficultés de s'approvisionner dans le marché, ça peut avoir d'atteindre sur la productivité ou bien ça peut d'atteindre sur l'outil d'exploitation ou bien ça peut d'atteindre aussi sur le fonctionnement global même de l'entreprise. Ces produits ne répondent pas tous à une même stratégie d'achat. Après, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse de marché, l'offre et la demande. Parce que vous n'êtes pas seul dans le marché de la demande. Il y a d'autres entreprises qui font la même chose que votre entreprise, qui achètent les mêmes produits, donc qui sont en concurrence directe dans le marché. Il faut comprendre aussi la concentration du marché fournisseur. C'est-à-dire qu'il y a certains marchés où il y a un seul fournisseur, un monopole. Il y a des marchés oligopolistiques, il y a des marchés atomisés, c'est-à-dire que c'est un marché où il y a beaucoup de fournisseurs avec beaucoup de demandeurs. Donc, on n'a pas les mêmes stratégies avec les marchés oligopolistiques, les marchés monopolistiques ou les marchés atomisés. Il faut aussi, après avoir segmenté, visualiser. Ça, c'est toujours des rappels, hein, parce qu'avant de venir dans l'exécution d'un contrat, il faut aussi faire la genèse. Il faut aussi rappeler. Le rappel est toujours pédagogique. Pour voir, pour toi comprendre, faire un balayage du processus achat. Mais quand même les grandes lignes. Ça commence par un marketing, parce que le marketing, c'est d'abord regarder le marché, comprendre pour pouvoir agir. Parce que si on ne comprend pas le marché, on ne peut pas agir dans le marché. Il faut comprendre, c'est-à-dire comprendre les fournisseurs. Dans le marketing amont, il faut comprendre le marché et les clients, le comportement d'achat des clients. Pour le marketing amont, il faut comprendre aussi les fournisseurs et le marché. Il y a aussi des similitudes entre le marketing vente et le marketing achat. Mettre les familles d'achat dans ce qu'on appelle la matrice des achats. La matrice d'achat, ça te permet, c'est des outils d'aide à la décision qui te permettent de dérouler des stratégies d'achat. C'est une matrice 4 cases, qu'on appelle aussi la matrice de Klasnitz, où le portefeuille est subdivisé en 4 familles d'achat. Il y a la matrice croise 2 axes sur l'enjeu financier de l'achat et les risques à l'approvisionnement. On l'avait, c'est ça des rappels. Il y a les achats effets de levier où la famille consomme beaucoup d'argent, mais les produits ne présentent pas de risques dans l'approvisionnement. C'est-à-dire que la concentration des fournisseurs, c'est un marché atomisé. On peut choisir, il y a des fournisseurs interchangeables. Il y a la famille d'achat non critique, c'est-à-dire que c'est des produits de couverture, bon, des consommables usuels, des achats routiniers, où le risque est faible et l'enjeu financier est faible. Il y a la famille achat critique, où l'enjeu financier est faible, mais le risque à l'approvisionnement est extrêmement élevé. Si on n'a pas un fournisseur capable de nous fournir, on a de réels risques aussi de rupture de stock qui va impacter négativement dans la production de l'entreprise. Il y a d'autres achats stratégiques où les produits stratégiques, les produits vitaux, c'est-à-dire les produits presque qui représentent le cœur de métier de l'entreprise. Si c'est une entreprise de métallurgie, l'acier, c'est l'achat stratégique. Si, par exemple, c'est un marché de construction d'avions, il faut aussi la matière première essentielle, l'aluminium, aussi les moteurs ou bien tous les consommables stratégiques. S'il y a une rupture d'approvisionnement, ça peut rallonger les délais de fabrication, ça peut aussi impacter
l'engagement de l'entreprise à satisfaire la clientèle ou bien à faire de la qualité à sa clientèle. Ça, c'est des achats à surveiller. Ça présente des enjeux financiers très lourds. Ça présente aussi des risques à l'approvisionnement très élevés. Ça, c'est les 4 familles. Par la suite, il faut aussi diagnostiquer la situation marketing pour regarder les imperfections ou bien avoir un retour d'expérience. Est-ce que ce produit-là, on ne doit pas changer de stratégie par rapport à, ou bien on ne va pas améliorer, ou bien on ne va pas faire du sourcing pour pouvoir aussi faire de la substitution ou bien changer de fournisseur. Ça aussi, c'est des réflexions, toujours dans la dimension stratégique du processus achat, toujours dans le cadre du marketing, de prendre des décisions, de travailler avec les outils d'aide à la décision pour pouvoir éclairer la décision. Parce que à un certain niveau, la décision, l'erreur peut être fatale. Parce que la stratégie, la réussite ne peut être mesurée qu'en amont. Si on fait une série de stratégies, l'entreprise le paye cash. Ça aussi, il faut le noter. Après, on va découler des stratégies d'achat. Par exemple, un stratège ou bien un acheteur professionnel peut se dire que moi, dans les achats stratégiques, je vais faire la stratégie du partenariat. Au lieu de faire intervenir beaucoup de fournisseurs, moi, je vais prendre un fournisseur stratégique avec qui je vais faire construire de la valeur, qui connaît ma chaîne de valeur et puis ma production, qui connaît aussi mon mode de ma production, mes produits. Je vais signer un partenariat avec ce fournisseur pour pouvoir aussi sécuriser mon approvisionnement. Dans le premier live, nous avions traité le management des alliances et des partenariats. C'est ce qu'on appelle les partenariats verticaux entre clients et fournisseurs. Il y a même, pour sécuriser l'approvisionnement, on l'avait dit dans le management des partenariats, le client, il peut intégrer son fournisseur pour pouvoir aussi avoir, c'est une visée stratégique, sécurisation stratégique des approvisionnements, et puis on partage aussi des marges. Tu peux avoir une marge dans la fourniture et une marge dans la commercialisation. Ça aussi, il y a certaines entreprises qui le font. Pour aussi des visées tactiques, pour pouvoir aussi bloquer un concurrent aussi dans le marché de l'approvisionnement. De toute façon, les questions, on va essayer de les répondre. Il y a Jim Diouf qui dit B2B et B2C, la différence. Après, on va répondre au fur et à mesure. Même dans le live, vous allez essayer de nous suivre et de comprendre la différence entre B2B et B2B. B2B, c'est une entreprise qui travaille avec d'autres entreprises ou une organisation. Le B2C, c'est une entreprise avec des consommateurs final ou bien de façon. L'amont, le client peut être une entreprise ou bien le fournisseur une entreprise, mais le client, c'est un particulier. C'est le B2C. Le B2B, c'est entre entreprise et entreprise. Ça, c'est le B2B. C'est ce qu'on appelle l'achat institutionnel. Je pense que c'est la différence. Business to business, business to consumer. Nous allons dérouler un peu, après on va répondre au fur et à mesure. Dans le marketing achat toujours, on va élaborer des stratégies suivant la matrice des achats. Il y a la stratégie de prix pour les achats non critiques, c'est-à-dire moi, dans ma négociation, je vais essayer d'acquérir le produit avec un prix très bas. C'est-à-dire je vais mettre en compétition beaucoup de fournisseurs pour pouvoir avoir une négociation âpre sur le prix. Il y a d'autres achats effet de levier, les achats prix-volume, c'est-à-dire que moi je vais acheter en grande quantité pour avoir des économies d'échelle. Tout ça, c'est visualiser le portefeuille d'achat pour pouvoir en découler des stratégies dans le marché de l'achat. L'autre famille d'achat, les achats critiques, où le risque à l'approvisionnement est très fort. Il y a des entreprises qui font ce qu'on appelle la stratégie de sécurisation des stocks. La rupture de stock est très courante dans certains types d'achats. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui achètent ce même produit et puis la production souvent ne suit pas derrière. Ou bien
La fourniture est une fourniture oligopolistique. C'est détenu par quelques fournisseurs qui signent des contrats à long terme avec des clients. Bon, si tu ne sécurises pas tes volumes, tu peux avoir une rupture de stock avec les achats critiques. Ou bien, il y a des entreprises qui cherchent dans la substitution. Au lieu d'avoir une dépendance exagérée par rapport à ce fournisseur, moi je vais chercher la substitution. Même dans le marché de l'automobile, c'est très courant. Comme le marché de l'acier ou bien de l'aluminium, souvent, c'est détenu, la chaîne, la filière, c'est presque c'est des fournisseurs, c'est un marché oligopolistique. Il y a certains automobilistes qui se retournent vers le plastique pour pouvoir avoir dans certaines pièces de la voiture, au lieu d'utiliser de l'aluminium, on utilise purement et simplement du plastique en substitution de l'aluminium pour ne pas aussi avoir des ruptures ou bien dépendre aussi intégralement d'un seul fournisseur. Ça, il faut le comprendre. Après le diagnostic, il faut passer à l'action. Il faut agir. Parce que le marketing, c'est maquette ANG. Marché et action. Il faut comprendre le marché pour pouvoir agir dans le marché. Donc, les marketeurs qui font toujours de la stratégie par l'action, ils ne font pas du marketing. Marketing, il faut aller comprendre le marché, aller aussi dans le marché pour pouvoir aussi conquérir des clients, fidéliser des clients, ou bien conquérir des fournisseurs et fidéliser des fournisseurs. Ça dépend de quel bord on se situe. L'amont, aval. Mais pratiquement, c'est la même chose. Il faut aussi communiquer. Les acheteurs ou bien une direction achat dans l'entreprise, c'est une fonction transversale. Il faut avoir une stratégie de communication interne pour pouvoir comprendre les besoins à satisfaire, pour pouvoir aussi rayonner, intéresser l'ensemble des fournisseurs pour que les fournisseurs puissent aussi avoir l'envie de travailler avec toi. Il faut faire aussi, bon, c'est ça, comme on fidélise un client, il faut fidéliser un fournisseur. Comme on prospecte un client, il faut prospecter un fournisseur. Parce que le fournisseur aussi, il y a de grands fournisseurs, si tu travailles avec eux, tu peux produire de la valeur avec eux, avec ces fournisseurs. Parce qu'il y a certaines entreprises qui travaillent avec des géants de la fourniture. Tu peux avoir des économies d'échelle, tu peux avoir aussi beaucoup d'avantages liés aussi à la taille critique de ce fournisseur. Il faut démarcher ces fournisseurs, il faut les prospecter pour pouvoir profiter aussi des avantages liés aussi des avantages liés aussi à la compétence même de ce fournisseur. Parce qu'entre la fourniture ou bien la vente, ça peut faire aussi ce qu'on appelle des transferts de compétences, des transferts de savoir-faire, même des transferts d'informations stratégiques. Parce que souvent, le fournisseur connaît bien le métier de son client. Il peut aussi renseigner le client sur la concurrence. Parce que vous êtes en concurrence dans le marché fournisseur. Quand tu as un fournisseur potentiel qui détient beaucoup d'informations, il peut aider l'entreprise aussi à pouvoir parfaire sa chaîne de valeur, à pouvoir aussi avoir un transfert de compétences, un transfert d'informations qui lui permettra aussi de faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Ou bien aussi, surtout de l'intelligence économique, pour pouvoir surveiller aussi le marché. Ça aussi, ce n'est pas pour rien que beaucoup d'entreprises se battent pour pouvoir aussi fidéliser des fournisseurs stratégiques, des fournisseurs qui peuvent les aider aussi à pouvoir aussi développer leur business. Après le marketing achat, l'entreprise aussi fait en amont, il comprend le marché, la concentration, elle fait sa segmentation, maintenant il va lancer une consultation pour pouvoir aussi avoir l'offre des fournisseurs. Il fait l'analyse et la comparaison. Fini, maintenant, la dimension stratégique. Maintenant, il faut se déplacer à la dimension stratégique. Il faut appeler les fournisseurs, négocier avec eux, signer des contrats. C'est là où vient aussi le choix. L'entreprise doit choisir avec quel fournisseur travailler, avec quel fournisseur ne pas travailler. Dans les achats institutionnels, il y a certains types de contrats qu'on voit de façon usuelle. Moi, je ne dis pas l'achat public. Parce que l'achat public, le contrat vient avec l'appel d'offres. Il faut respecter des rigueurs. Il faut aussi que l'achat soit conforme au moins 10 ans. Ça, c'est de l'achat encadré. Mais l'achat institutionnel ou bien l'achat B2B, il faut aussi regarder les critères d'achat. Nous avions parlé de la comparaison absolue, la comparaison relative et la grille de comparaison qui est la synthèse pour regarder la performance intrinsèque de chaque fournisseur
vu sous l'angle aussi des critères d'achat pertinents de l'entreprise. C'est-à-dire l'équilibrage de l'achat entre le prix, la garantie, la relation fournisseur, la qualité et le délai. Quel est le critère le plus pertinent suivant les familles d'achat? Donc, pour l'entreprise, le centre d'achat doit aussi réfléchir sur l'équilibrage interne des critères d'achat. Ça, c'est toujours des rappels, on l'avait dit lors des derniers lives. C'est pour un peu dérouler, venir à l'exécution. Il y a des entreprises qui signent des contrats, ce qu'on appelle des contrats de crédit bail ou de leasing. C'est des types variantes de contrats, très usuels. C'est une location assortie d'une promesse d'achat à terme. Pour les équipements lourds, ça permet aussi de préserver le capital, parce que souvent l'entreprise, à sa création, n'a pas un capital assez élastique ou bien de gros moyens pour pouvoir acquérir des investissements lourds. Dans les BTP, c'est courant. Les engins, au lieu d'acheter ça, on fait du leasing. On va aller les louer. Ou bien faire un contrat de crédit bail avec un fournisseur, moyennant une location. Mais à terme aussi, tu peux acheter l'équipement. Tu peux signer aussi ce qu'on appelle des contrats permanents. Des contrats permanents, c'est pour les produits ordinaires. Bon, c'est des contrats à renouveler, quoi. C'est des contrats ordinaires. Des contrats de maintenance. Deux sociétés peuvent signer un contrat de service, maintenance, assorti aussi d'une durée, parce qu'un contrat, il faut une durée. Après la durée, il y a tacite reconduction, ou bien tu viens encore négocier pour pouvoir améliorer ou bien ajuster le contrat. C'est des contrats usuels que vous voyez partout. Bon, c'est des contrats. Nous avions parlé un peu de la présentation usuelle du contrat avec les clauses, l'encadrement commercial et l'encadrement juridique du contrat. On aura aussi l'occasion d'approfondir aussi ces clauses que tout acheteur doit comprendre, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des contrats à long terme. Pour les achats stratégiques, il y a des acheteurs et des achats critiques où le risque à l'approvisionnement est très fort, le risque est fort. On peut faire de la planification des achats. Signer des contrats à long terme avec un fournisseur pour réduire le risque à l'approvisionnement. Aussi, les coûts de transaction aussi, on peut les réduire parce que c'est des entreprises qui gèrent les achats avec des ERP, c'est-à-dire avec l'extranet. Même, il y a certaines entreprises qui confient la gestion du stock au fournisseur. Au lieu de gérer son stock, l'entreprise fait de l'approvisionnement automatisé. C'est le fournisseur avec l'ERP qui regarde le niveau de stock de l'entreprise qui approvisionne directement. Ça permet aussi à l'entreprise de réduire ses coûts de possession ou bien ses coûts de stock. Ça aussi, c'est des contrats usuels, les contrats crédit bail leasing. Il y a des contrats aussi permanents pour les produits banaux, les services usuels, la maintenance, les produits courants. Il y a des contrats à long terme pour les achats stratégiques. Il y a certains constructeurs automobiles ou bien d'avions qui ont des contrats de maintenance d'approvisionnement d'acier à long terme avec un fournisseur. C'est-à-dire, ils ne risquent pas une rupture de stock ou bien la fin du contrat, le fournisseur dit que après je vais changer de client parce que ça peut créer des problèmes. Donc, dans le souci de sécurisation de l'achat, l'acheteur ou bien l'entreprise doit adopter la bonne stratégie, signer les bons contrats. Surtout les bons contrats. Pour pouvoir aussi tirer le meilleur profit du marché fournisseur. Après la contractualisation, maintenant, on va faire la mise en place ou bien l'exécution de contrat, l'évaluation et le pilotage des contrats. C'est l'objet aussi de ce live d'aujourd'hui. L'exécution du contrat et le pilotage. Ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'un contrat, on ne peut pas le signer et mettre le contrat. Il faut aussi monitorer, avoir des KPI, avoir des métriques pour pouvoir évaluer le fournisseur. Parce qu'à la fin du contrat, est-ce que je dois continuer avec ce fournisseur? Ou bien est-ce que je dois arrêter? Ou bien est-ce que je dois améliorer mes relations contractuelles? Ça aussi, c'est la moindre des choses. Donc, l'évaluation, l'exécution, c'est-à-dire que
Maintenant, on est venu maintenant à la phase opérationnelle de la fourniture. C'est l'approvisionnement. Il faut générer des flux physiques et des flux administratifs des deux côtés, entre le client et le fournisseur, entre l'entreprise et le fournisseur. Ça aussi, il faut le comprendre. Nous avions parlé des familles d'achat, segmentation. Les catégories d'achat, souvent, peuvent influencer le processus. Parce que pour les réachats simples, l'entreprise n'a pas besoin de dérouler toutes les étapes. Parce que le fournisseur est déjà choisi, stabilisé. Il faut passer directement à l'approvisionnement, à la facturation simple. Pour les réachats modifiés où le produit est connu, le fournisseur est connu, maintenant, il faut passer à l'appro, mais les critères d'achat ont évolué ou bien ont changé entre-temps. Donc, soit on maintient le même fournisseur, ou bien on refait du sourcing pour pouvoir regarder est-ce qu'il y a un fournisseur au point de vue innovation technologique, ou bien du point de vue aussi rentabilité, du point de vue prix, du point de vue délai, tout ce que l'on veut peut être meilleur que notre fournisseur naturel, ou bien avec le fournisseur avec qui on travaille. Ça aussi, c'est des évolutions du service d'achat. Il y a aussi la catégorie d'achat qui s'appelle nouvel achat. Quand l'achat, l'entreprise maintenant fait de l'investissement, par exemple, l'entreprise veut acquérir un actif stratégique de production, ou bien une grande machine, ou bien une installation informatique, ou bien s'améliorer, par exemple, la direction du système d'information veut changer un logiciel ou bien un ERP, ou bien la direction production veut acquérir une machine pour pouvoir augmenter sa productivité. Ça, c'est un nouvel achat. Donc, c'est ce qu'on appelle l'achat complexe. Il faut nécessairement comprendre les critères, regarder les fournisseurs qui sont capables de nous fournir cet équipement ou bien cette prestation. Essayer, parce que le risque, c'est de ne pas faire une erreur à l'achat. Parce que l'erreur peut être fatale. Donc, nécessairement, l'entreprise va réfléchir sur comment agir pour pouvoir acquérir le bien capable de lui amener la valeur escomptée, capable aussi d'améliorer, d'atteindre aussi, lui permet aussi d'atteindre les objectifs de production, ou bien les objectifs commerciaux, ou bien les objectifs aussi de rentabilité. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, suivant la catégorie d'achat, il y a des phases du processus d'achat qu'il faut maintenir, ou bien des phases qu'il faut ignorer tout simplement, parce qu'on n'a pas besoin de perdre du temps aussi. C'est un achat complexe, ou bien de l'approvisionnement simple. Les fournisseurs aussi, il faut fixer des critères d'évaluation des fournisseurs. Des critères connus et des critères aussi objectifs. Il y a quand même de la subjectivité dans le choix. Mais quand même, il faut réduire le subjectivisme et regarder aussi des critères objectifs de mesure. Ce qu'on appelle des Key Performance Indicators. Pour pouvoir aussi monitorer la qualité suivant les critères choisis en interne pour pouvoir mesurer, évaluer la qualité des fournisseurs. L'entreprise, suivant les familles d'achat, peut se dire, moi, je vais, dans ce type d'achat, choisir des fournisseurs interchangeables. Pourtant, les produits banaux ou bien des services usuels, pour pouvoir rentrer dans le marché concurrentiel, pour pouvoir aussi profiter de la concurrence, pour pouvoir avoir un prix concurrentiel ou bien un prix négociable, je vais choisir beaucoup de fournisseurs pour ce gamme de produits ou bien de services. Il y a aussi ce qu'on appelle le fournisseur parallèle. C'est pour éviter la dépendance. Parce que dans les manœuvres stratégiques, il arrive où un client achète son fournisseur ou bien un fournisseur achète son client. Parce que la dépendance est tellement forte que la capacité de négociation du fournisseur devient prépondérante par rapport à la capacité de négociation de l'entreprise. Le fournisseur peut juger l'activité de l'entreprise tellement rentable que le fournisseur peut lancer un OPA sur son client pour l'acheter. Sinon, à la fin du contrat, le fournisseur arrête. Donc,
pour éviter l'interdépendance exagérée par rapport à un fournisseur, le client peut mettre en concurrence. Ou bien, quand je dis le client, il faut penser à l'entreprise, l'achat B2B, l'achat institutionnel. Pour mettre en concurrence les deux fournisseurs, c'est quoi le fournisseur? L'entreprise peut choisir un fournisseur privilégié, soit c'est sa filiale, ou bien son partenaire choisir, ou il y a une relation, ou bien un partenariat vertical, ou bien un partenariat stratégique, ou bien un partenariat tactique, le fournisseur privilégié. Ou bien un fournisseur unique, un central d'achat. Un central d'achat, parce que dans la grande distribution, il y a des enseignes ou bien des entreprises de la grande distribution comme Auchan, ou bien Carrefour, ils ont des centrales d'achat. Ils vont regrouper l'ensemble des points Auchan ou bien des petits Auchan. Les achats sont regroupés pour profiter aussi de la capacité ou bien des économies d'échelle pour pouvoir aussi avoir un pouvoir de négociation sur leurs fournisseurs. Même des entreprises qui ont des activités similaires, on le voit très rarement, il y a des entreprises qui ont des activités, ils peuvent avoir un central d'achat pour pouvoir attaquer le marché fournisseur, pour avoir des avantages, profiter le plus possible du marché fournisseur, faire du cost killing. Parce qu'une entreprise qui achète 90 millions de tonnes d'acier, ou bien une entreprise qui achète 100 000 tonnes de céréales, une entreprise qui achète 100 000 tonnes de riz, c'est pas comme une entreprise qui achète 10 tonnes. Ça aussi, on peut regrouper, les entreprises similaires peuvent regrouper leurs achats pour pouvoir aussi profiter aussi du marché fournisseur. Il y a aussi certaines recommandations à faire sur les achats complexes pour dire aux fournisseurs, souvent, dans le contrat, dans les entreprises, parce que l'argent aussi, la recherche de profit aussi, c'est la finalité souvent de certaines entreprises. Parce qu'il faut aussi que l'entreprise soit rentable, c'est-à-dire pour générer aussi du cash. Donc, et puis même dans le contrat, les deux éléments objectivement essentiels, on l'avait rappelé, c'est la chose à acheter et le prix. Donc, il y a certains achats, les acheteurs sont focus prix. Ils regardent que le prix. Mais le prix seulement ne détermine pas un contrat. Parce qu'on peut avoir un prix faible, mais ce qui entoure le prix peut coûter à l'entreprise des coûts d'acquisition ou des coûts de perception tellement forts que regarder l'autre critère pour pouvoir faire un bon choix, pour pouvoir optimiser ou bien pouvoir rallonger la durée de vie ou bien pouvoir avoir aussi de la valeur à l'exploitation, ça aussi, l'acheteur aussi doit veiller à ça. Comme l'argent, les gens ils regardent seulement le montant, mais il faut regarder les autres critères. Il y a ce qu'on appelle le coût global d'utilisation. On l'avait appelé souvent le coût total d'acquisition. Il y a le prix et les frais d'approche. Le total cost of ownership. Il y a les services aussi à valeur ajoutée. Souvent, il y a certains critères en deux équipements. Un fournisseur te propose l'installation, la maintenance, la garantie, beaucoup de choses. Ça aussi, il faut veiller à ça. Il y a aussi le partenariat dans la création de valeur. Parce que la création de valeur, c'est le maître mot dans l'économie moderne. Entre deux partenaires, il faut d'abord se créer de la valeur avant de partager la valeur. La valeur client et la valeur fournisseur. Parce qu'une entreprise aussi, entre son partenaire, ils peuvent se mettre pour regarder comment ils vont faire pour pouvoir créer de la valeur pour chacun. Chaque entreprise va profiter de la valeur générée par l'autre pour pouvoir aussi, in fine, produire de la valeur pour les clients. Parce que le fournisseur aussi, c'est un partenaire de l'entreprise. L'entreprise produit des biens et des services en destination d'autres entreprises pour l'activité B2B. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché de la valorisation. L'entreprise produit pour d'autres entreprises, mais cette entreprise aussi vend à d'autres consommateurs. Donc, au lieu de s'arrêter dans le marché de la transaction, il faut aussi regarder ce qui se passe dans le marché aussi de la valorisation. Ça te permet aussi de comprendre, voire ajuster aussi l'achat. Il y a certaines entreprises, ils regardent que les distributeurs, ils font ce qu'on appelle du trade marketing. Mais il faut regarder aussi le client des distributeurs, c'est le marché de la valorisation. Comment le produit est utilisé? Comment mon produit est consommé? Quelle est la perception ou l'appréciation de mes clients finaux sur mon produit? Ça aussi, il faut regarder
ne pas s'arrêter dans le marché de la transaction, mais regarde le marché de la valorisation. Il y a aussi des gains de productivité à regarder. Même dans l'achat, il faut privilégier l'achat de solutions. Parce que les entreprises, ils veulent une solution à leurs problèmes, mais ils n'achètent pas un produit ou un service, mais ils achètent une solution à leurs problèmes. Comme le dit le doyen Moutchaba. Ils achètent une solution. Parce que le produit, ça nous permet de régler une souffrance interne, ou bien de solutionner un problème interne. Donc, le fournisseur ou bien l'acheteur doit... Ça lui permet aussi de faire la limitation des risques à l'achat. Même il y a une tendance, il y a une stratégie qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, au lieu de posséder le produit, on a fait l'usage. Dans l'aviation, c'est très courant. Il y a certains avionneurs, ils n'achètent pas un avion. Autant c'était du leasing, c'est-à-dire ils font une location, l'acheteur fait une location, ou bien les entreprises font une location d'avion, moyennant un prix, soit annuel, mensuel, avec option d'achat à terme. Mais cette stratégie a évolué entre-temps pour rentrer ce qu'on appelle dans l'économie de la fonctionnalité. La propriété, l'usage prime sur la propriété de l'actif. Au lieu de me facturer par jour de location ou de location, tu me factures par kilomètre de vol ou bien par heure de vol. Il y a des moteurs d'avion, General Motors, au lieu de vendre le moteur, ils vendent des heures de vol. Quand l'avion est à l'arrêt, tu ne payes pas. Même dans les SaaS, service as a service, même dans le cloud, il y a ces gens, tu payes là ce que tu as consommé. C'est l'économie de la fonctionnalité. Les acheteurs doivent explorer pour des actifs stratégiques ou bien des actifs risqués. Au lieu de posséder le produit, tu fais de la fonctionnalité, tu achètes l'usage. Parce que au lieu de faire des coûts de maintenance, des coûts de possession, tu loues l'usage au lieu de posséder l'actif. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la fonctionnalité. Pour les acheteurs aussi, sur certains actifs, vous pouvez faire ça. Ça permet aussi de lutter contre l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, au lieu de faire des produits qui durent, tu vas réduire la durée de vie pour produit pour pouvoir vendre le maximum de produits. Mais avec l'économie de la fonctionnalité, le fournisseur est obligé de produire de la qualité. Sinon, tu peux changer de fournisseur parce que tu peux optimiser le temps de fonctionnement, c'est-à-dire le moins de temps de bon fonctionnement de ton actif, pour pouvoir aussi profiter au maximum de l'actif, pour pouvoir avoir de la rentabilité économique. Ça permet aussi la fonctionnalité de lutter contre l'obsolescence programmée. Pour venir à l'exécution purement du contrat, c'est la passation des commandes, l'exécution du contrat. Il faut passer à l'approvisionnement. On a déjà signé un contrat avec un fournisseur. L'approvisionnement, c'est-à-dire, il faut gérer des flux physiques, faire venir le bien au niveau de l'entreprise. C'est livrer un bien ou un service à l'entreprise, c'est l'appro. Mais conformément à l'accord figurant dans le contrat. Il faut aussi gérer aussi ce qu'on appelle des flux administratifs, c'est-à-dire les bons de commande, les devis, les contrats. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension opérationnelle du processus d'achat. Il faut passer aussi à la passation de commande. C'est l'approvisionnement et la comptabilisation. Après avoir reçu le produit, générer les bons de commande, regarder les termes du contrat, il faut regarder la conformité de ce qu'on a reçu. Ce qu'on appelle la recette qualitative et la recette quantitative. Est-ce que ce qui figure dans le contrat a été respecté par le fournisseur? Est-ce que le produit est reçu conforme à la qualité requise? Est-ce que le produit est venu conforme aux exigences internes de l'entreprise? Ça aussi, il faut faire la recette quantitative et la recette qualitative. Par la suite, générer la facture. Parce que aussi, il faut penser au délai fournisseur. Un bon acheteur doit négocier de façon optimale les délais fournisseurs. Parce que ça permet à l'entreprise de jouer sur le besoin en fonds de roulement.
qui est un besoin qui permet à l'entreprise de faire tourner son actif ou bien son exploitation. Sans fonds de roulement, ou bien si le besoin de fonds de roulement n'est pas tellement... si l'entreprise a des difficultés pour avoir du cash, ou bien de la fourniture, ou bien un stock, ou bien de l'argent pour faire tourner son business, c'est une entreprise à l'arrêt. Donc, il y a deux choses. Soit l'entreprise est financée par ses clients, ou bien ils font des avances sur commande, ou bien l'entreprise est financée par les fournisseurs. Pour éviter d'avoir un BFR tellement grand que l'entreprise n'a pas les moyens, aussi la trésorerie, une trésorerie suffisante pour pouvoir financer l'activité. Donc, l'acheteur doit négocier un délai raisonnable pour pouvoir aussi à l'entreprise de pouvoir faire tourner son actif, produire, vendre, recevoir du cash pour pouvoir aussi honorer ses engagements par rapport aux fournisseurs. Donc, le délai dans le contrat est extrêmement important. Mais, il faut aussi, dans la comptabilisation, libérer la contrepartie financière. On ne peut pas prendre des produits ou bien des fournisseurs et ne pas les payer. Donc, dans l'exécution du contrat, les deux parties, l'approvisionnement et la comptabilisation, ça aussi, c'est les deux éléments de l'exécution du contrat. Il faut approvisionner le produit, gérer les flux physiques, les flux administratifs. Ensuite, dans la comptabilisation, gérer les flux administratifs et les flux financiers. La contrepartie financière conforme au terme du contrat, il faut aussi faire la libération du cash vers le fournisseur. Sinon, le fournisseur ne va plus travailler. Parce que souvent, il y a des risques de l'entreprise, défaillance fournisseur et défaillance client. Quand tu ne paies pas au fournisseur, le fournisseur ne peut pas honorer ses engagements. Le fournisseur peut ne plus travailler avec toi. Si c'est un produit stratégique, l'entreprise va mettre la clé sous la paillasson. Si aussi tu travailles et puis tu donnes ton produit à un client, le client est défaillant, vice-versa. C'est des pertes énormes pour l'entreprise. Ça aussi, il faut... Donc, dans l'exécution du contrat, l'entreprise doit clarifier les détails techniques, la quantité, les délais, la qualité et la garantie, conformément à ce que ils avaient négocié dans le contrat, c'est-à-dire l'acheteur, c'est-à-dire les termes du contrat, il faut les mettre en application pour pouvoir traduire le texte du contrat en exécution pour satisfaire les besoins internes de l'entreprise. C'est ça, mettre en place, c'est ça, exécuter un contrat, approvisionner, comptabiliser. L'autre partie, c'est l'évaluation. Après avoir travaillé avec un fournisseur sur la base d'un contrat, nécessairement, au finish, il faut l'évaluer pour voir si ce fournisseur est bien pour l'entreprise ou bien ce fournisseur crée des problèmes. C'est un fournisseur problématique. Ça aussi, on ne peut pas ausculter ça. Donc, évaluer le fournisseur, c'est l'évaluation de la performance des fournisseurs et de la satisfaction des clients internes. Parce que les clients internes, c'est les fonctions internes de l'entreprise. C'est les fonctions de l'entreprise. Parce que la fonction RH peut demander, la fonction production demande, la fonction finance demande. Il y a beaucoup de personnes qui demandent. Cette demande-là se résume en deux types d'achats, l'achat de production et l'achat hors production. C'est celui-ci achat maintenant qui va satisfaire les clients internes. Est-ce que le fournisseur est assez performant pour pouvoir remplir son contrat vis-à-vis de l'entreprise? Est-ce que le contrat, c'est-à-dire le contrat de niveau de service que la fonction achat a signé avec ses clients internes, c'est-à-dire c'est le service level agreement, est-ce que le service achat est en train de satisfaire les clients internes? C'est deux niveaux d'évaluation. La performance du fournisseur et la satisfaction des clients internes. C'est ça. Donc, il faut fixer des méthodes d'évaluation. On peut faire des scoring, faire des pondérations suivant le respect de certains critères. On peut aussi regarder le coût de prestation de chaque fournisseur. En termes de délai, en termes de coût de prestation, quel est le fournisseur qui fait le plus de performance? En termes aussi de coût global des achats effectués. En termes de remise, en termes de ristourne, en termes de beaucoup de choses que l'entreprise aura fixées en amont pour pouvoir évaluer les fournisseurs. Il y a aussi des enquêtes de satisfaction en interne et en externe.
Le service, l'acheteur ou bien le service achat veut faire une enquête de satisfaction. Comme le marketing vente fait des enquêtes de satisfaction au niveau des clients, le service achat aussi peut faire des enquêtes de satisfaction au niveau de ses clients internes pour voir, c'est-à-dire, ça fait partie aussi dans le marketing achat, ce qu'on appelle le self-marketing du service achat. Comment me voyez-vous? Est-ce que je suis en train de satisfaire vos besoins, c'est-à-dire de participer à la construction de la rentabilité de l'entreprise? Est-ce que je suis en train d'acheter les meilleurs produits au meilleur coût avec les meilleurs délais possibles? Ça aussi, les clients internes ont une appréciation par rapport au service achat. Le service achat aussi va répercuter cette appréciation au niveau des fournisseurs pour décider si je vais poursuivre mes relations, si je vais modifier ou je vais abandonner avec certains fournisseurs à la fin des contrats. Ou bien je vais... En tout cas, il faut, au finish, décider à l'endroit des fournisseurs. Mais auparavant, il y a aussi certaines métriques, c'est-à-dire des KPI d'évaluation. Il y a aussi, parmi les KPI, on peut avoir des contrats de niveau de service. Surtout dans les entreprises de service, est-ce que cette entreprise-là, dans l'exécution des contrats, satisfait les critères ou bien l'engagement de service de l'entreprise par rapport vis-à-vis de ses clients? Est-ce que ce fournisseur est en train de satisfaire intégralement les besoins de l'entreprise? Il faut faire un trade-off. Service-coût. Ce service-là, ce que ça me coûte, est-ce que je ne peux pas avoir en termes de coût un service qui présente les mêmes critères ou bien qui présente les mêmes garanties, les mêmes performances à un coût moindre? Toujours trade-off. Je vais emprunter un peu les termes de supply chain aussi, pour regarder aussi la fiabilité du fournisseur. En termes on time, on l'appelle en anglais on time is full, OTIF. Si le fournisseur livre du produit, est-ce que les livraisons viennent conformes au contrat ou bien à ce que l'entreprise a été demandé? Le ratio de livraison conforme sur le nombre de livraisons, c'est ce qu'on appelle le taux OTIF, on time is full. Les supply chain managers vont comprendre ces termes-là. C'est ce qu'on appelle le taux de fiabilité du fournisseur. Il y a ce qu'on appelle le taux de réactivité du fournisseur. C'est par rapport au délai. Est-ce que ce fournisseur est capable de s'adapter au délai de l'entreprise? C'est ce qu'on appelle le lead time. Parce que le délai est extrêmement important parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent à flux tendu. Parce que le stock coûte cher. Il faut avoir aussi un système logistique pour pouvoir aussi gérer ou bien pouvoir aussi satisfaire les délais des clients. Parce que les délais deviennent très serrés. Parce que dans le stock, il y a une augmentation du besoin en fin de roulement. Aussi, il y a aussi des coûts de possession du stock. Il y a aussi l'obsolescence liée aussi à la possession du produit. Donc, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement à flux tendu. Il y a beaucoup d'entreprises qui optent pour zéro stock. Ou bien ils confient le stock au fournisseur. C'est le fournisseur qui regarde le niveau de stock minimal pour pouvoir approvisionner à nouveau l'entreprise. Ça, c'est un choix de l'acheteur. Mais aussi, il faut faire la balance entre le risque à l'approvisionnement pour pouvoir aussi avoir un stock minimal de sécurité, si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, si le délai peut être raccourci de telle sorte qu'il n'y aura pas des impacts dans la production, tu peux jouer sur le lead time, c'est-à-dire sur la réactivité à l'approvisionnement du fournisseur. Vu les méthodes d'évaluation et les métriques d'évaluation, l'acheteur peut décider ou bien l'entreprise. Poursuivre pour tel ou tel fournisseur, modifier les termes du contrat parce qu'il y a des impairs ou bien des imperfections ou bien des erreurs. Parce qu'il faut toujours s'ajuster. Un contrat, c'est fait pour aussi ajuster ce qui est possible et puis ce qui est demandé. Souvent, des fois, n'est pas conforme avec ce qui est possible. Il faut s'ajuster. Ou bien, est-ce qu'on ne peut pas améliorer tel ou tel pour pouvoir aussi améliorer les délais? Parce que les délais aussi, le temps est essentiel aussi dans la production. Comme le prix. Donc, l'évaluation, c'est évaluer la performance du fournisseur et évaluer aussi la satisfaction des clients internes de l'entreprise.
Après, il faut piloter parce qu'un contrat, ça se pilote, ça se monitore. Monitorer, c'est minimiser les risques. Éviter ce qu'on appelle les comportements opportunistes. Parce que les fournisseurs, entre le fournisseur et l'entreprise, c'est-à-dire la relation B2B, on ne doit pas avoir des comportements opportunistes. C'est-à-dire une domination forte ou bien le plus grand écrase le plus faible. Il faut éviter la forte dépendance client-fournisseur. Ça peut déteindre sur l'autre partie. Parce qu'il y a des entreprises qui exercent une capacité de négociation au point d'acheter le client, ou bien de rompre, ou bien d'enfreindre, ou bien de pénaliser la production ou bien l'activité de l'entreprise. Parce que c'est des fournisseurs véreux. C'est des fournisseurs, quand ton concurrent achète ton principal fournisseur, ce fournisseur-là, il peut créer des problèmes à ton entreprise. Parce que le coût de transfert peut être tellement lourd que tu vas courir derrière le fournisseur pour être servi. Ou bien il va alimenter, servir ton concurrent de façon optimale et jouer avec toi. Ça aussi, c'est des risques. L'incidence de ces risques aussi, c'est une détérioration de la performance financière de la relation. Parce qu'une relation entre entreprise et fournisseur, c'est une relation gagnant-gagnant. Ce n'est pas une relation gagnant-perdant. Parce que l'entreprise et ses fournisseurs sont liés par des relations. Il faut faire vivre ton fournisseur pour que le fournisseur fasse vivre l'entreprise. On ne peut pas tuer ses fournisseurs. Pourquoi faire? Il faut aussi un développement mutuel, un croisement, un enrichissement, une fertilisation croisée, si vous me permettez ce mot-là. C'est-à-dire, il faut favoriser des relations harmonieuses, tendant même à la fidélisation des fournisseurs, à l'échange de compétences pour ce qu'on appelle, aboutir à ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, c'est faire la même chose que tes concurrents, mais mieux. Tu peux s'appuyer sur les informations, la capacité de fournisseur pour que l'entreprise puisse avoir des résultats d'excellence opérationnelle. Comme les Japonais. La chaîne de production Toyota, c'est l'excellence opérationnelle. Depuis la théorie de Taishi Ono sur le gaspillage. C'est-à-dire, il a fédéré ses fournisseurs, noué des relations de partenariat pour pouvoir produire plus de valeur. Parce que c'est une optimisation des coûts de production. Les fournisseurs vont intégrer la chaîne de valeur de l'entreprise pour pouvoir aussi optimiser les coûts. Parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Parce que fidéliser les constructeurs aussi connaissent tes concurrents. Connaissent les facteurs clés de compétitivité des concurrents, vont aider aussi à être plus compétitifs. Donc, favoriser des relations harmonieuses pour accéder à l'excellence opérationnelle entre clients et fournisseurs, ça aussi c'est très important. Donc, l'acheteur aussi doit veiller aussi à ça, parce que c'est un partenaire stratégique. Pensez aussi aux partenariats verticaux entre entreprises et fournisseurs. Dans le pilotage, il faut aussi gérer la gouvernance des contrats. Gouverner un contrat, c'est prévenir les litiges et puis avoir la capacité de résolution des litiges. Il faut adapter aussi le contrat par rapport au contexte économique actuel. Il faut faire aussi de la coordination des approvisionnements pour pouvoir aussi éviter les dysfonctionnements dans les contrats. Parce qu'il y a toujours des choses. C'est pourquoi, dans les contrats, il y a ce qu'on appelle la négociation commerciale et aussi la négociation juridique. Parce que si entre les deux parties contractantes, il y a des clauses d'encadrement du contrat. Si un parti est défaillant, quelles sont les pénalités? Au lieu de laisser les pénalités, par exemple, la défaillance venir, il faut faire ce qu'on appelle la gouvernance du contrat pour prévenir les litiges au lieu de les voir venir. Parce que la résolution du litige par les tribunaux ou bien par la solution judiciaire ou bien la solution extrajudiciaire, ça peut durer et ça peut être coûteux aussi pour l'entreprise. L'entreprise ne peut pas attendre ça. Ou bien tu peux financer beaucoup d'argent pour aboutir à un gain ou bien à une récompense. Mais est-ce que l'entreprise va exister même avant que le litige soit vidé? Ça aussi, il faut le comprendre. Même dans le pilotage des contrats, c'est dans tout le processus achat. Le pilotage, c'est depuis la gestion du portefeuille achat jusqu'à l'évaluation.
il faut bien piloter le processus. Il faut bien piloter aussi les contrats avec les fournisseurs. Il faut bien piloter l'activité de l'entreprise. Il faut piloter le processus d'amont en aval tout le long. Il faut le piloter de la définition des besoins jusqu'à l'exécution des contrats. Tout ça, le service achat ou bien la direction achat ou bien l'entreprise doit piloter de la définition des besoins jusqu'à l'exécution correcte des contrats par les fournisseurs. Sur ce, il y a aussi dans le pilotage l'aspect motivation, la gestion des motivations. Le service commercial a des objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires. Le service achat aussi a des objectifs de cost killing, d'optimisation du budget achat. Il y a certaines directions achats qui s'engagent à réduire les coûts d'achat de X% pendant. Comme le service vente fait une amélioration du chiffre d'affaires ou bien des parts de marché ou bien de la valeur client de tant de pourcents, le service achat aussi s'engage à réduire. Par exemple, si on a un budget achat, on l'avait dit, réduire le budget achat de 1%, ça équivaut à augmenter le chiffre d'affaires de 10%. Donc, le service achat doit s'engager sur des objectifs d'optimisation de coûts. C'est pour participer aussi à l'augmentation de la marge brute de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit avoir un système d'intéressement pour le service achat, c'est-à-dire des bonifications et des récompenses. Le service commercial, la direction commerciale ou bien le directeur commercial a des bonus sur ses ventes. Mais le service achat aussi doit avoir des bonus sur la réduction de ses coûts. Ça, c'est l'aspect motivation. La gestion de la motivation. On ne peut pas motiver une partie et ne pas motiver l'autre. Ça fait partie du pilotage ou bien du processus achat. Il faut réduire les risques, favoriser les relations et gérer les motivations. Tout ça dans le souci de favoriser l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est le maître mot. Il faut toujours s'améliorer. Si on ne s'améliore pas, on stagne. L'entreprise doit pas stagner. Parce que l'environnement économique bouge. Les exigences bougent. Les besoins des clients bougent. Donc l'entreprise doit bouger dans le sens de la satisfaction des besoins actuels et futurs de la clientèle. Donc, toute la chaîne de valeur de l'entreprise, des achats jusqu'à la commercialisation, toutes ces fonctions doivent fonctionner ensemble pour pouvoir favoriser l'amélioration continue. Je pense qu'on a assez développé sur ce thème. Nous allons voir un peu les questions. Monsieur Khalifa Diaby, merci beaucoup. Très heureux aussi de te voir, l'homme de la promotion des ventes. Jim Diouf, le marketing a un mot très important dans la processus concurrentielle et surtout ce qu'il convient d'appeler concurrence élargie selon Porter. Tu as parfaitement raison, hein? Parce que dans la matrice de Porter, bon, tu as les clients, les fournisseurs, l'État, les substituts, les concurrents, c'est-à-dire que la concurrence élargie. Il y a aussi les nouveaux entrants, mais il y a le maillon vertical, c'est-à-dire l'entreprise avec ses partenaires industriels ou bien ses partenaires commerciaux, les fournisseurs et les clients, c'est extrêmement important. L'entreprise a des relations commerciales avec ses fournisseurs et aussi ses clients. Comme le dit Porter, tu as parfaitement raison, M. Jim Diouf, c'est comme ça qu'il faut le penser. Pour l'autre, Lamarana, merci. Abdoulaye Baldé, bonsoir, ça va bien. Laïbamba, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à répondre. On va faire juste une synthèse. Parce qu'on arrive à terme sur les lives, sur les grandes lignes des processus achats. Dans les prochains, on aura l'occasion aussi d'approfondir davantage les termes essentiels sur les contrats commerciaux. On peut approfondir aussi sur les autres aspects liés à la recherche, à la quête perpétuelle de rentabilité et de productivité et la contribution du service achat à la recherche de rentabilité de l'entreprise. Ça aussi, il y a des détails aussi à voir pour pouvoir aider la fonction achat à mieux jouer son rôle dans l'entreprise. Parce que si la fonction achat joue bien son rôle,
peut permettre à l'entreprise de produire des biens et des services en destination du marché à moindre coût. Moindre coût, ça signifie aussi prix concurrentiel. Parce que souvent, il y a certains produits et services, le prix est déterminé par le marché. L'entreprise n'a pas assez de contrôle suivant son positionnement sur le prix. Donc, si on réalise à moindre coût, comme le prix de revient, on l'avait calculé, c'est lié aussi au coût par la méthode de majoration ou bien la méthode de la majoration, si, ça aussi, c'est des calculs basiques, des calculs commerciaux basiques. Prix de vente, coût divisé par, multiplié par 1 plus majoration. Ou bien coût divisé par 1 moins marge désirée, prix de vente. Toujours le coût est lié au prix de vente. Donc, optimiser les coûts, c'est augmenter le prix de vente. Donc, l'entreprise doit jouer sur les achats pour pouvoir aussi optimiser le coût, avoir une bonne rentabilité. Je pense que on arrive au terme de ce live. J'espère que ce qu'on a dit vous a plu aussi, ça rencontre aussi vos attentes ou vos aspirations. On va se donner rendez-vous aussi dans une semaine ou bien dans quelques jours pour d'autres thèmes. Merci beaucoup de votre attention.